Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous parlions de Jeanne d'Arc, en tout début d'émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un lien particulier qu'il y a entre Jeanne d'Arc et le parc du Puy du Fou ? D'abord, le premier lien, c'est que nous avons un de nos spectacles qui s'appelle Le secret de la lance. Et il s'agit là, dans ce spectacle, de mettre en scène la lance de Jeanne d'Arc. C'est une lance, évidemment, qui porte son fameux étendard. Nous sommes d'abord le parc du légendaire français, vous savez. Et donc, c'est à mi-chemin entre l'histoire et la légende que nous racontons cette histoire du secret de la lance. Et puis, évidemment, il y a un autre lien particulier pour le Puy du Fou avec Jeanne d'Arc, c'est que nous avons racheté, il y a quelques années, l'anneau de Jeanne d'Arc, qui était en vente à Londres, et qui avait d'ailleurs, qui était resté anglais pendant plusieurs siècles et qui avait été confisqué à Jeanne d'Arc au moment de son procès. Et nous avons eu la chance de pouvoir nous mettre sur les rangs d'une enchère qui a eu lieu en grande pompe à Londres, et nous avons gagné cette enchère grâce au concours de beaucoup de donateurs qui nous ont accompagnés. Nous avons nous-mêmes participé, bien sûr, le Puy du Fou, mais aussi avec beaucoup de donateurs, nous avons pu acquérir cet anneau qui est maintenant en bonne place au Puy du Fou, puisqu'on peut le voir quand on est visiteur du Puy du Fou dans l'un des lieux emblématiques du Puy du Fou, qui est le château Renaissance du Puy du Fou. Et que vous prêtez donc cet anneau à Jacques Trémollet de Villers pour un pèlerinage le 11 juin à l'église Saint-Roch, au départ de l'église Saint-Roch à Paris, on le rappelle. Et on va revenir sur les origines du Puy du Fou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce parc hors du commun ? Eh bien, c'est une histoire qui est en fait l'histoire d'un rêve d'enfant. Lorsque mon père était enfant, il avait ce rêve d'écrire un spectacle un peu comme un film, mais sans les moyens d'un cinéaste, avec pourtant les mêmes intuitions. Il a imaginé un spectacle qui serait un nouveau genre de spectacle. Il a imaginé alors la cinécénie, qui est le premier spectacle du Puy du Fou, qui est né en 1978. Ce spectacle a remporté un succès énorme dès la première année, et ça nous a permis de croire en l'aventure et de lancer ensuite d'autres spectacles seulement 10 années plus tard, en 1988, les spectacles de jour, qui progressivement vont trouver leur chemin, vont trouver leur langage, leur forme d'expression artistique, pour devenir dans les années 2000 un modèle artistique nouveau qui va connaître un succès que vous savez maintenant international, puisque nous avons, grâce à ce nouveau langage artistique, pu nous implanter, pu enraciner finalement le modèle du Puy du Fou dans d'autres pays que la France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Chine et bientôt aux États-Unis. Oui, donc le parc est amené à s'étendre et aller au-delà des frontières de la Vendée. On en reparlera. Et donc pour revenir, donc c'est un parc avec des attractions. Il y a 28 attractions incroyables avec des spectacles historiques, mais aussi des villages entiers qui nous plongent dans une époque de l'histoire de France. Et donc parmi ces spectacles, il y a un type de spectacle qui est le spectacle immersif. Et dans ce spectacle immersif, par exemple, il y a ce qu'on appelle le premier royaume. Et je vous propose, c'est qu'on écoute seulement la bande-annonce de ce spectacle. Franciliens, les Romains sont à nos portes. Êtes-vous prêts à fonder le premier royaume de toutes les Gaules ? Une manière très ludique d'apprendre l'histoire. Nicolas de Villiers, pouvez-vous nous parler de cette spécificité de ces spectacles immersifs ? Les spectacles immersifs, c'est une autre façon de mettre le spectateur en scène. Vous savez, notre idée, c'est de ne pas de mettre le spectacle en scène, mais de vraiment mettre le spectateur en scène, c'est-à-dire de l'immerger, comme le nom l'indique, des spectacles immersifs, dans le décor, dans l'action, faire du spectateur un acteur finalement de l'histoire, en l'invitant à devenir un franc salien dans le premier royaume aux côtés de Clovis, mais en l'invitant aussi à devenir un navigateur, un marin aux côtés de la Pérouse dans un autre spectacle consacré à la Pérouse. Il devient aussi un poilu en 14-18. Vous voyez, donc à chaque fois, nos visiteurs deviennent acteurs de l'histoire
et de ce légendaire, c'est-à-dire de cet imaginaire collectif que nous avons tous en nous, que nous gardons en nous depuis la tendre enfance, et qui est ce qui fait ce patrimoine commun finalement que nous avons tous lorsqu'on parle de l'histoire de France, et c'est finalement la façon plus légendaire, plus légendée que nous avons de retenir l'histoire. Donc voilà comment, par l'immersif, on peut proposer des nouvelles formes de spectacle, non pas à la façon du théâtre classique, avec une tribune face à une scène, mais dans un spectacle, comme vous l'avez dit, immersif, c'est-à-dire qui permet au spectateur de déambuler véritablement à l'intérieur de l'action, de traverser l'action et finalement d'en faire partie. Et c'est donc les nouvelles technologies au service donc d'une immersion la plus totale. Il y a aussi donc le mystère de la Pérouse, mais vous avez aussi donc des spectacles plus traditionnels sur les grandes épopées de l'histoire de France. Et il y a un spectacle en particulier qui est accompagné de la voix de Jean Pillat, qui est un immense comédien qui est décédé depuis, qui nous offre donc une voix magistrale pour ce spectacle. On écoute juste la bande-annonce donc, de ce spectacle tout de suite. Nous voici revenus tout près du millénaire, au sommet du donjon du premier puits du Fou, sur la première motte, tout près des premiers êtres, au péril des fossés, des barbares et des loups. Donc déjà une bande-annonce déjà à couper le souffle. Et donc ce sont des spectacles traditionnels avec des voix d'acteurs mythiques, donc avec de nombreux volontaires. Et est-ce que vous en aviez parlé au début de cette intervention, est-ce que c'était pas ça l'ADN du Puy du Fou, ces grands spectacles traditionnels, classiques, avec ces costumes incroyables? Alors, je pense que peut-être le Puy du Fou est devenu un classique, mais on ne peut pas dire que nous avons créé des spectacles classiques. Le spectacle classique, lorsque le Puy du Fou naît, est un spectacle qui correspond plutôt au théâtre classique, à l'opéra, vous voyez, au ballet. Ça n'est pas du tout ça, le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est une façon très adaptée au XXIe siècle de mélanger finalement tous les arts, l'art du théâtre, l'art de l'opéra, l'art du ballet, mais l'art aussi du cinéma, de la photographie, l'art de la peinture. C'est une sorte de 8e art, en fait, ce que nous avons cherché à inventer. Et donc, c'est un mode de spectacle qui ne correspond à aucune comparaison possible dans le mode classique que vous décrivez. Donc, je ne pourrais pas dire que le Puy du Fou est un mode traditionnel ou classique. Je crois que ça serait un mot mal choisi, si vous me le permettez. Je pense que le Puy du Fou a justement inventé un modèle qui est tout à fait adapté à l'œil et à l'oreille du XXIe siècle, qui répond sans doute à un besoin de l'époque. Je dis ça avec malgré tout, heureusement, beaucoup d'humilité, parce que le Puy du Fou est un exemple parmi des millions. Mais il est vrai que le succès du Puy du Fou, la rencontre du Puy du Fou et de son public, est bien la démonstration qu'il y a certainement un besoin de l'époque. Je précise aussi une chose, au-delà du modèle artistique, il y a un modèle humain derrière, et vous avez fait tout à l'heure allusion aux volontaires. Alors, le Puy du Fou est né du bénévolat, et nous avons un spectacle qui s'appelle la Cinécénie, qui depuis l'origine, en 1978, je parlais tout à l'heure de la création de ce spectacle que mon père avait dans le cœur et dans l'esprit depuis la tendre enfance. Quand il a créé ce spectacle, il n'avait pas les moyens de financer qui que ce soit, pas même lui-même, et donc il a fait la promesse d'être toujours bénévole, ce qu'il est toujours lui-même d'ailleurs, et que l'ensemble des gens qui participent à ce spectacle seraient tous bénévoles. Nous sommes aujourd'hui toujours bénévoles pour faire ce spectacle, la Cinécénie, avec 4400 bénévoles. Mais la Cinécénie, qui est une association, pardonnez-moi de le préciser, mais a créé 2500 emplois en France, 700 emplois en Espagne, 50 aux Pays-Bas, 80 en Chine, et bientôt plusieurs centaines aux États-Unis. Donc, nous avons aujourd'hui un modèle entrepreneurial qui est né du monde associatif, tout en gardant le modèle du bénévolat qui infuse l'ensemble de notre organisation. Et donc, le modèle humain est évidemment imprégné de cet esprit de bonne volonté, mais ce sont bien des gens qui, dans la journée, dans le parc, sont salariés pour faire leur travail. Ils sont des artistes devenus professionnels. Et donc, cette Cinécénie, de quoi elle parle? Donc, c'est une fresque de l'histoire de France.
La Cinécénie, c'est un grand voyage dans l'histoire de France à travers l'histoire d'une famille, qui est la famille Maupilier, qui est une famille paysanne française. Et finalement, on va vivre à travers cette famille française et vendéenne l'histoire de la Vendée et plus largement l'histoire de la France. On va suivre de génération en génération l'aîné de la famille qui s'appelle Jacques. Jacques, pour chaque génération, Jacques Maupilier, et qui va finalement apprendre au fil des générations par ceux qui l'ont précédé sa propre histoire, son propre héritage, et comprendre que par la sédimentation des époques qui se succèdent, il y a la naissance progressive d'une civilisation dont il est l'héritier. Et le spectacle se termine à la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite en apothéose dans un grand final. Mais on a traversé ainsi presque toute l'histoire de France, en tout cas depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, dans un spectacle qui n'a pas là encore véritablement d'équivalent dans le monde. Donc je vous avoue que trouver le mot juste, c'est seulement le mot cinécénie, qui veut dire l'espace en mouvement, qui correspond bien à ce que nous avons créé, un nouveau langage là encore sur la plus grande scène du monde. Un spectacle unique, et on rappelle, si vous voulez assister à la Cinécénie, il faut évidemment réserver le plus tôt possible parce que les places sont très vite prises. Et on en parle moins en parlant du Puy du Fou, mais vous avez aussi des différents villages avec donc des époques différentes. Est-ce que, par exemple, pour les familles qui avec des enfants en bas âge, est-ce que c'est pas ça aussi que vous recherchez, une espèce plus détente dans ce parc où il y a beaucoup d'agitation? Vous savez, les villages au Puy du Fou sont des moments de respiration. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que entre les spectacles, c'est un moment dans lequel on peut, et un lieu, chaque village, dans lequel on peut se reposer un peu l'esprit et le cœur après avoir vécu des émotions fortes dans les spectacles. Donc oui, c'est une sorte de marqueterie, le Puy du Fou, dans laquelle il y a autant de la force des spectacles que la beauté et la quiétude des villages, mais aussi la beauté de la nature, qui est un écrin magnifique de verdure qui encadre tout cela, dans le sens où les architectures sont toujours, chez nous au Puy du Fou, intégrées à la nature. L'homme se soumet à la nature. Il faut mériter de faire sortir de terre quelque architecture que ce soit, à condition qu'elle respecte la nature originelle. Et c'est ça la force finalement de toutes nos architectures, des spectacles au village, en passant par nos restaurants, nos hôtels. Et nous avons cet art très français, comme un conservatoire vivant finalement que le Puy du Fou incarne aujourd'hui de la civilisation française. Eh bien, nous cultivons cet art de lover les architectures à l'intérieur de la nature et non l'inverse, ce qui serait du coup le modèle américain. C'est la force de la culture et de la civilisation française que d'avoir toujours cherché à faire de la nature un allié et non pas d'en faire table rase pour ensuite construire je ne sais quel bloc architectural seulement utile. Et l'architecture est aussi toujours en harmonie avec la nature parce qu'elle cherche l'esthétique et par là même, par le beau, eh bien, elle élève le regard vers ce que l'homme a de plus grand en lui. Et donc, c'est ça le sens aussi de nos villages, qui sont toutes ces ponctuations entre nos spectacles. Et donc je voulais qu'on se tourne un petit peu vers l'avenir parce que vous avez de nouvelles attractions et notamment l'attraction Le Grand Tour. Donc la France est notre plus grand spectacle, donc c'est 4000 km à la découverte des splendeurs françaises. Donc le Puy du Fou s'exporte, on va y revenir, mais s'exporte aussi au-delà de la Vendée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est le Grand Tour et quand est-ce qu'on pourra enfin y accéder ? Eh bien, le Grand Tour, c'est l'idée simple que si vous ne venez pas au Puy du Fou, le Puy du Fou ira à vous grâce à un train Belle Époque, l'âge d'or du train. Nous sommes en 1900, nous avons acheté des voitures que nous avons totalement désossées pour les reconstruire à la façon de ce qu'elles étaient à la Belle Époque, donc vraiment 1900. Et c'est un train qui va être un véritable écrin, un petit théâtre en quelque sorte, dans lequel vous allez pénétrer. Il sera aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il sera une invitation au voyage. Nous allons prendre ce train à Paris et puis ensuite rejoindre Paris après une grande boucle de 6 jours et 5 nuits
à travers toute la France, ponctués par des escales, chaque escale étant l'occasion d'une découverte d'un morceau de la culture française. Nous allons nous arrêter dans les hospices de Beaune, nous allons aussi voir le lac d'Annecy, célébrer de temps en temps les paysages, de temps en temps la peinture, les arts, de temps en temps l'architecture, mais aussi la gastronomie, bien sûr. Vous voyez, nous allons traverser ainsi des univers très variés. Je pense au bassin d'Arcachon, je pense au château de Chenonceau, je pense bien sûr au Palais des Papes d'Avignon, vous voyez. Et puis en finale, le Puy du Fou, qui sera le final en apothéose à la fin du voyage avant de regagner Paris. Nous aurons comme ça l'occasion de goûter les merveilles françaises, les grands. Vous savez, on parlait des 7 merveilles du monde autrefois, et on peut parler aujourd'hui des merveilles françaises pour la France. Il y a énormément de merveilles en France, extraordinaires. D'ailleurs, il ne suffirait pas d'un seul voyage avec le Grand Tour imaginé par le Puy du Fou pour voir toute la France. Il faudrait faire plusieurs fois le Grand Tour en quelque sorte pour aller voir vraiment toutes les régions françaises. Mais c'est vraiment l'idée de faire de la France un vrai spectacle, le plus grand spectacle, notre plus beau spectacle. C'est magnifique. Et quand est-ce que nous pourrons y accéder? Parce qu'il y a donc nous pouvons être pionniers donc de cette attraction. Absolument, nous pouvons être pionniers, c'est-à-dire participer dès la première année à ce voyage extraordinaire. Nous allons dormir dans le train, nous restaurer dans le train. Nous aurons en plus vraiment une gastronomie extrêmement soignée pour nos voyageurs. 36 voyageurs pourront prendre place à bord du train. C'est très peu finalement parce que nos cabines sont suffisamment grandes pour y trouver tout le confort nécessaire. Et les pionniers seront ceux qui vont, dès la première année, participer à ce voyage. Et donc, ils sont déjà très, très, très nombreux à l'heure où je vous parle à avoir réservé. Mais il reste encore quelques places pour 2023 puisque le train commencera à rouler en 2023 sur l'ensemble du réseau ferré français, désormais ouvert à la concurrence depuis quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a saisi cette occasion pour lancer ce projet. Donc oui, il est possible encore d'être un pionnier, mais dépêchons-nous, car bientôt nous allons proposer les années suivantes, 24, 25, qui sont déjà demandées par nos voyageurs. Réservez vite. Je voulais juste vous parler du film qui va sortir, que vous produisez sur Charette, qui est donc Vaincre ou Périr. Est-ce que vous pouvez nous en parler quelques instants? Vaincre ou mourir. C'est effectivement l'épopée de Charette. Charette, c'est ce chef vendéen qui, pendant la Révolution française, ne se mêle pas des affaires de la Révolution jusqu'en 1793, où les paysans vendéens qui ne peuvent pas accepter de voir leur tradition, leur rite piétinés par une révolution qui perd la tête, c'est le cas de le dire, et qui exile les prêtres, qui coupe la tête du roi, qui, pire, demande aux Vendéens de se projeter sur les frontières extérieures pour aller défendre une nation dont ils ne voient plus très bien le sens et les contours. Et là, les Vendéens se soulèvent, nous sommes en mars 93, Charette vient naturellement, cherche à échapper, disons, à cette révolte paysanne, mais les paysans vont venir le chercher et vont venir même le tirer de sous son lit pour prendre leur tête parce qu'il connaît l'art de la guerre. Et c'est cette histoire que nous allons raconter, ces 3 ans d'épopée entre 1793 et 1796, lorsque Charette sera finalement capturé dans des conditions absolument héroïques. Charette est interprété par Hugo Becker, qui est un acteur qu'on a vu dans pas mal de séries françaises. Qui est reconnu. Un acteur qui monte dans le cinéma français. Et puis, nous avons autour de lui des gens comme Jean-Hugues Anglade, Rod Parado, qui a eu le César, le Molière. Nous avons des gens comme Grégory Fitoussi, vous voyez, ou Anne Serra, ou d'autres acteurs qui sont là aussi bien connus du jeune public qui regarde des séries, car ce sont des acteurs qu'on retrouve beaucoup, non seulement parfois dans des films, mais aussi dans les séries actuelles, et qui ont rejoint l'aventure pour interpréter, incarner tous ces personnages, qu'ils soient bleus ou blancs, comme on disait à l'époque. Blanc, ça veut dire vendéen, bleu, ça veut dire portant un uniforme bleu de républicain. Et donc, ce sont 2 mondes qui s'opposent, mais dans lesquels il y a aussi
des anciens officiers du roi qui sont reconvertis en tant qu'officiers de la République. Ils sont donc du côté révolutionnaire, mais tout le monde est bousculé par ce dilemme, le dilemme de son propre destin, de ses propres choix, face à une révolution qui est, comme disait Solzhenitsyn, la roue rouge en mouvement, qui écrase tout sur son passage, et face à laquelle on est obligé de faire des choix qui sont naturellement cornéliens et en même temps définitifs. Et c'est ce charrette-là qu'on va suivre et avec son entourage. C'est un film qui va être projeté sur les écrans en 2023, vraisemblablement dans la première moitié de l'année 2023, et qui sera distribué par Studio Canal. Eh ben, merci beaucoup. On vous réinvitera à ce moment-là donc, pour en parler. Merci beaucoup, Nicolas Devilliers. On rappelle à nos auditeurs que les portes du Puy du Fou sont ouvertes et n'attendent que vous. Merci beaucoup et bonne saison. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.